Bienvenue dans ce cours sur le concept de culture. Alors, je vous rappelle un peu la séquence du cours en général depuis le début de la session. On y allait par bloc conceptuel de trois. Donc, on a vu au début les représentations donc, de la personne et de son milieu, comment on se représente soi-même et quelle interaction on pense avec le milieu qui nous entoure. Donc, on se représente comme individu, comme communauté ou comme société. C'est les trois concepts qu'on avait explorés. Le deuxième bloc était articulé autour des principes qui sont au cœur des relations humaines. Quels principes on établit entre nous et les autres pour expliquer notre interaction? Donc on avait vu trois concepts: la liberté, c'est-à-dire la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Donc la liberté, c'est-à-dire la mise à distance de l'autre pour pouvoir faire ce que bon nous semble. L'identité, là au contraire, c'est la reconnaissance qu'on va nouer avec les autres, ceux qui nous entourent, et donc le lien avec un nous qui nous inclut, et la solidarité, la relation solidaire comme à nouer avec nos congénères. Là, on passe à un troisième bloc conceptuel, et on va commencer avec la culture et on verra par la suite l'État et le marché. Dans ce cas-ci, on parle plus de la représentation de soi et des principes qui vont guider notre relation à l'autre, mais plutôt on va essayer de caractériser les institutions qui sont mises en place par la société. Donc les institutions sont nécessairement collectives et construites par la société pour garantir la cohésion sociale et pour garantir une certaine forme d'unité à l'intérieur de la société. Donc cette première institution qu'on va explorer aujourd'hui, c'est la culture comme un ensemble de valeurs, un ensemble de symboles qui sont partagés et qui donnent sens à la communauté ou à la société dans laquelle nous vivons. Alors aujourd'hui, vous n'aviez pas de texte à lire, mais un documentaire. Je vous suggérais de visionner un documentaire. Vous avez le lien ici sur la présentation. C'est une émission juste pour contextualiser un petit peu, c'est une émission de la télévision suisse romande, donc suisse francophone, qui a quand même, qui a été diffusée il y a quand même un certain nombre d'années, en 2013, et qui portait justement sur les préjugés. Le titre est assez évocateur, hein. Je suis pas raciste, mais hein, c'est quelque chose qu'on entend relativement souvent. Personne n'est raciste, mais tout le monde a des préjugés sur les uns et sur les autres. Donc vous verrez dans ce documentaire, il y a plein de témoignages et notamment plein de justement d'expérimentation, d'exploration qui sont faits auprès des enfants pour voir comment les préjugés racistes ou les préjugés envers les étrangers ou envers la couleur de la peau peuvent se reproduire d'une génération à l'autre et se retrouver chez les enfants. Donc c'est important, si les enfants reproduisent ces préjugés, c'est qu'ils les ont appris. Et ils les ont appris où? Dans la société, dans la famille, dans les groupes dans lesquels ils sont socialisés. Donc il faut réfléchir à comment on fait pour transmettre ces préjugés par-delà le discours assez généreux que les gens ont dans la société, de dire bah, finalement non, on tolère tout le monde, mais on a quand même certains a priori. Donc c'est une réflexion sur ces préjugés que je vous invite, et donc c'est une introduction à la notion de culture, puis parce que dans le fond le lien, je pense que tout le monde dans la classe, personne n'attend de préjugés que ça, et en tout cas on a du mal à l'annoncer. Mais par contre, si je vous pose la question qui est le sujet de discussion, la question que vous voyez à côté, toutes les cultures sont-elles de même valeur? Ben là, il peut y avoir un certain nombre de débats. On n'a pas de préjugés, mais on va considérer que certaines cultures sont comme ci, certaines cultures sont comme ça. Et donc, il peut y avoir matière à discussion autour de ça. Donc, c'est fondamental de saisir et de comprendre qu'est-ce qu'on entend par la culture, que signifie ce concept-là, et surtout comment le concept de culture peut être utilisé pour légitimer des rapports de domination de certains groupes sur certains autres. Et on verra que historiquement, notamment dans l'opposition entre les concepts de culture et de civilisation, il y a eu cette tendance à toujours penser que sa culture est toujours plus importante que celle des autres, et donc avoir tendance à l'imposer à celle des autres et à nier une égale dignité à la culture des autres. Donc, toutes les cultures sont-elles de même valeur? Gardez ça en tête, c'est une discussion qu'on aura pendant le cours virtuel. Voici donc le plan de la séance. On va tout d'abord explorer le concept de culture, et pour le comprendre, il est important de le distinguer de la notion de savoir. C'est quoi le lien entre culture? On verra la définition fondamentale, et ensuite le lien entre culture et
savoirs ou les connaissances. Ensuite, une autre distinction assez fondamentale là pour aller au-delà de la définition, mais plus de la relation que les humains vont nouer avec la culture, et notamment pour se distinguer les uns les autres, et fatalement pour s'imposer ou se dominer les uns les autres. On verra cette opposition autour des concepts de culture et de civilisation, et on verra en quoi c'est ancré dans l'histoire occidentale, et finalement ce rapport entre civilisation et domination qui va être au cœur d'ailleurs du projet colonial. Donc on verra en quoi le concept de culture permet de se définir, mais par un glissement, de s'imposer en pensant que sa culture est toujours supérieure à celle des autres. Ensuite, on verra dans une deuxième partie comment le concept, la notion, l'objet d'étude qui est la culture a été abordé, traité par les sciences sociales, et on verra entre l'ethnologie, l'anthropologie et la sociologie comment ces trois sciences sociales vont aborder le concept. Ce sera important de faire ce détour-là pour mieux comprendre comment saisir ce concept-là pour mieux comprendre dans quelle société nous vivons. Et finalement, c'est un peu l'aboutissement de toute cette réflexion-là, le lien entre culture et diversité, ou culture et reconnaissance de la diversité. Comment, à partir de l'acceptation d'une diversité de cultures, apprendre à vivre ensemble sans vouloir nécessairement imposer sa culture aux autres, mais apprendre à respecter les cultures des uns et des autres pour essayer de vivre dans un processus un peu plus harmonieux, ou dans une société plus harmonieuse et respectueuse des différences. Alors, commençons par le commencement, la définition. D'où vient le concept de culture? Qu'est-ce que ça signifie et comment on peut le penser aujourd'hui à partir de son premier moment d'émergence? Donc, vous avez ici un tableau qui résume un peu la chose. En fait, les humains de tout temps ont finalement développé un rapport à la Terre, ben, tout simplement pour pouvoir survivre. Le début de l'humanité, ou de ce qu'on appellera plus tard la civilisation avec l'histoire écrite. Et c'est un rapport à justement faire fructifier la terre, développer la terre pour qu'elle nous puisse nous nourrir, hein, le saint nourricier de l'humanité. Donc le mot culture vient un peu de ce rapport fondamental-là du développement des sociétés humaines, le rapport à la terre. Le mot cultura en latin signifie le soin apporté aux champs, le soin apporté au bétail. Donc le mot culture est intrinsèquement lié dès l'origine à cette culture de la terre, le fait de la faire fructifier. C'est important d'avoir cette notion-là en tête, de permettre de faire se développer des choses, pousser, croître des éléments fondamentaux à notre développement. C'est un peu cette idée qui est un petit peu centrale et qu'on peut comprendre dans le mot même d'agriculture. Donc là, étymologiquement, le mot culture vient de cette idée de culture de la terre, et tranquillement, ça s'est transposé dans la modernité, notamment avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Le mot culture est apparu par analogie avec la culture de la terre, comme la culture de l'esprit, développer son esprit, développer ses connaissances, développer ses facultés intellectuelles pour soi-même croître et prendre un peu plus de force dans la compréhension du monde, et donc dans son imposition au monde. Donc on voit ce parallèle-là dans le terme de culture, de la culture de la terre à la culture de l'esprit, un glissement, mais qui est relatif toujours à la même chose, développer des capacités pour faire face à la vie en société, ou simplement à s'imposer euh, à la vie tout court dans le processus de la vie. Donc au point de départ du développement du concept de culture, il y a ce rapport à la terre, à l'agriculture, à cette idée de mettre en valeur le sol et les éléments fondamentaux pour assurer un développement de la vie et de la vie sociale. Donc cette idée de culture est à la base enracinée dans une action, le fait d'agir pour développer la terre, et plus tard avec la culture de l'esprit pour développer des facultés intellectuelles. Dans le fond, la culture, elle s'acquiert. On va acquérir de la culture en entrant dans un processus d'instruction, d'apprentissage. Donc c'est un effort qu'il faut faire pour acquérir cette
culture. C'est l'élément premier. Ensuite, il y a un glissement qui va s'établir où on va considérer la culture non comme une action, le fait d'acquérir cette culture, cet apprentissage, cette éducation, mais comme un état, le fait d'avoir de la culture, d'être déjà un esprit cultivé. J'ai acquis cette chose-là, j'en suis dépositaire, j'ai de la culture et non pas je me cultive. Il y a une différence importante là qui va s'établir. C'est plus le fait d'acquérir, mais c'est le fait d'avoir acquis. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir concevoir la culture comme un ensemble de savoirs. Donc la définition la plus simple qu'on peut donner de la culture, c'est cette somme, cet ensemble des savoirs accumulés et transmis d'une génération à l'autre. Donc la culture est ce rapport de transmission d'un savoir qui est accumulé des générations passées, qui est transmis aux générations futures. Mais à partir du moment où on glisse de cette notion de culture comme le fait d'acquérir à cette idée de savoir qui est la somme des choses accumulées, des rapports au monde accumulés, on va tranquillement se poser la question, est-ce que tous les savoirs se valent ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être plus cultivés que d'autres? Et c'est à partir de ce moment-là où on établit la distinction entre les savoirs, donc la somme des rapports au monde. Donc les savoirs peuvent être différents. Je peux avoir un savoir sur justement le cycle des saisons, le cycle de la lune, le cycle des récoltes, la manière de planter des tomates et des haricots, la manière d'élever une vache, ou je peux avoir d'autres types de savoirs, comme par exemple être ingénieur en astrophysique, avoir des savoirs mathématiques, connaître des langues étrangères, ou connaître la littérature francophone du XVIe siècle, ou la grande musique, ou et ci et ça. Vous voyez, ces différents types de savoirs sont, sont-ils d'une égale valeur? Et c'est à partir du moment où on va se mettre à dire, eh ben, il y a des savoirs traditionnels, il y a des savoirs plus fondamentaux, il y a des savoirs plus scientifiques, et donc à partir du moment où on distingue ces savoirs et qu'on les hiérarchise, on va utiliser la culture comme un outil de distinction sociale, de hiérarchisation entre les individus, et non plus comme un outil de rassemblement. Et là, il y a eu un glissement. Donc, à partir du moment où on ne considère plus les savoirs comme d'égale valeur, mais qu'on va, au sein de ces savoirs, identifier un savoir, le savoir avec un grand S, un S majuscule, comme quelque chose de plus important parce que mis de l'avant par une institution ou par notre société, on va considérer que socialement ces savoirs sont plus importants que d'autres. À partir du moment où on fait cette distinction-là, eh bien, on va utiliser le concept de culture pour différencier les gens à l'intérieur de la société. Et là, on rentre dans une étape différente de l'usage du concept de culture. Donc, essayons ici d'illustrer un petit peu cette idée-là de hiérarchie des savoirs et d'utilisation de la culture comme un critère de différenciation sociale ou de hiérarchie sociale. Là, je me réfère à un ouvrage fondamental du sociologue français Pierre Bourdieu, publié en 79, qui s'appelle La distinction, dont le sous-titre est La critique sociale du jugement. En fait, Bourdieu a analysé toutes sortes de choses et il est aussi reconnu comme un sociologue de la culture. Il a essayé de voir en quoi on pouvait, dans nos sociétés, utiliser la culture pour légitimer des hiérarchies à l'intérieur de la société. Donc là, par exemple, on va faire un petit exercice. Vous voyez cette photo qui est projetée là. Si je vous pose la question, cette personne-là, sur la photo, est-ce que c'est une personne qui est dominante ou supérieure ou qui fait partie des catégories favorisées de la société ou non? Alors là, c'est intéressant de faire le débat en classe, mais vous allez sûrement me dire, bah oui, justement, il fait partie de la haute société ou d'une société plus élitiste. Pourquoi? Ben, par sa manière de se tenir, par l'habit qu'il porte, par la manière dont il est coiffé, son nœud papillon, la manière dont il se tient, les mains derrière le dos, en tout cas, puis même la forme de la photo, et puis même vous pourriez dire, la photo est en noir et blanc, c'est une vieille photo, et donc disons que peut-être qu'elle a été prise à la fin du 19e siècle, et les gens qui avaient accès à cette
capacité-là de se faire prendre en photo étaient nécessairement des gens plus aisés parce qu'ils pouvaient payer pour avoir ce service-là. Donc, à partir simplement du regard que vous posez sur l'image que vous avez là en face de vous, vous trouvez toute une série de critères qui vous permettent de dire, OK, cette personne-là est une personne plus favorisée dans la société. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez appliqué un certain code culturel et vous avez attribué une identité sociale à cette personne-là à partir du code culturel que vous aviez en tête, le mode vestimentaire, la manière de se tenir, la technologie pour rendre compte de ça, vos a priori sur le fait que les personnes riches devaient plutôt être habillées comme ci ou comme ça. Donc, euh, ce que vous avez fait, c'est que vous avez appliqué un jugement à une image, mais on pourrait le faire autour de nous. On applique des jugements autour de tous les gens qu'on croise, et les jugements qu'on porte, on va dire, ben, cette personne-là est distinguée, cette personne-là a de la culture, cette personne-là appartient à une classe plus favorisée dans la société, simplement en regardant son code vestimentaire, en l'écoutant parler, en écoutant les références qu'elle a, son accent, en tout cas, toutes sortes de choses qu'on va appliquer. Donc, on va utiliser dans notre manière de catégoriser les gens et de les hiérarchiser dans une échelle sociale des codes culturels pour donner du sens à cette distinction-là. C'est ce que Bourdieu appelle la distinction sociale. Donc, ça permet de montrer tout un univers où il y a une culture finalement d'élite avec des codes et des marqueurs qu'on arrive à identifier. Appartiennent à cette élite ceux qui ont tel type de comportement, tel type d'habitudes, même de comportements alimentaires, de manière de se tenir, de manière de se tenir à table, par exemple, savoir manger avec 25 couverts et 14 verres devant soi. C'est tout un apprentissage, tout le monde ne sait pas faire ça. La manière de s'habiller, bon, en tout cas, vous avez un peu compris là où je veux en venir. Donc, ça va définir soit que vous appartenez à une élite sociale, soit que vous appartenez plutôt à la classe populaire qui a un accent. On va dire au Québec, par exemple, que si on parle le joual, ou si on utilise certaines expressions, ou si on sacre, on est plutôt populaire. Si on a un langage soutenu, élevé, distingué, avec un accent français en roulant les R, on va appartenir à l'élite. Donc, en tout cas, c'est tous des marqueurs qu'on va utiliser. Donc, tout ça pour illustrer, puis on aurait pu donner plein d'exemples, mais ça veut juste illustrer un phénomène important. Dans nos sociétés, on utilise la culture pour finalement définir des caractères ou des critères qui nous rassemblent, mais aussi pour définir des critères et des caractères qui nous distinguent et qui nous hiérarchisent à l'intérieur de l'ensemble social dont on fait partie. Donc on va se distinguer entre communautés malgré notre appartenance à une même société à partir de différents critères d'ordre culturel. Pour bien expliquer cette notion de code culturel, cette manière dont les humains en société utilisent la culture pour se différencier, donc Pierre Bourdieu a développé un concept, le concept d'habitus, pardon, là, ou la théorie de l'habitus, qui est au cœur de sa sociologie de la culture. Alors, je prends juste un petit moment pour expliquer ce concept-là parce que c'est important à saisir pour bien comprendre ce que je viens de dire précédemment. Donc l'habitus, c'est quoi? C'est le style de vie, ce sont les mœurs, ce sont les manières d'être propres à un individu occupant une position spécifique dans l'espace social. Donc en fonction de la position qu'on occupe dans la société, on va avoir un type d'habitus particulier. On va vivre d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, avoir certains réflexes, un certain niveau de langage et tout ça. Donc ça permet, l'habitus, c'est ce qui permet de se reconnaître et de fonctionner dans l'espace social auquel on appartient. Parce que justement, on partage avec ceux qui ont le même habitus que nous ces mêmes codes. Donc on fait partie de cette même famille-là. Et à contrario, on va se distinguer de ceux qui n'appartiennent pas au même espace social que nous, qui nous sont étrangers, auxquels on s'oppose pour se distinguer et se mettre en valeur. En général, on va souvent distinguer les autres pour se mettre en valeur par rapport à eux. Donc c'est cette idée d'habitus, ou si l'hypothèse de Bourdieu est pertinente, c'est-à-dire que si vraiment nous vivons dans un habitus, si on pourrait se partager ça entre nous, savoir un peu quel habitus nous forge ou nous conditionne, mais cette idée-là, si ça existe, eh bien, si cette hypothèse est valable, ça veut dire qu'il y a un conditionnement culturel, on est culturellement conditionné
par notre processus de socialisation, les valeurs qu'on nous a transmises, l'identité sociale qui nous est transmise par notre milieu familial, par le groupe auquel on appartient, par le pays, par la ville, par le quartier où on vit. Tout ça nous construit notre habitus et nous rentre dans la tête, en fait, cette idée que on appartient à tel groupe et surtout, on accorde un jugement de valeur, on accorde une attention particulière et surtout une valeur supérieure à ces éléments-là, à cet habitus, à ce qui nous détermine, et une valeur en général, et c'est ça le problème, inférieure à l'habitus des autres. Et donc ça va légitimer quelquefois ben justement les préjugés, comme on le voyait dans le documentaire en début du cours. Donc on a vu comment le concept de culture pouvait être utilisé à l'intérieur de la société pour catégoriser, distinguer les gens entre différentes catégories sociales et les mettre sur une échelle hiérarchique avec les détenteurs d'une haute culture en haut, culture d'élite, et les détenteurs d'une basse culture, une culture populaire en bas. Voyons maintenant comment on peut utiliser le concept de culture, non pour hiérarchiser les gens dans une société, mais hiérarchiser les sociétés entre elles. Et donc légitimer même des rapports de domination, non plus d'une personne sur une autre, mais d'une société dans son ensemble sur une autre société. Et pour comprendre ça, il est important d'opposer les deux termes, parfois pris comme des synonymes, entre culture et civilisation. Donc, on va bon, souvent les prendre comme des synonymes, hein. C'est quoi la différence entre une culture et une civilisation? J'aurais pu vous poser cette question-là et vous auriez vu que c'est pas évident à définir. En fait, historiquement, c'est important de revenir sur le développement de ces concepts-là. La clarification de la distinction entre les concepts de culture et de civilisation, c'était quelque chose de très occidental, et c'est le fruit d'une opposition, d'une rivalité historique entre la France et l'Allemagne au XIXe siècle, et au lendemain de la Révolution française notamment. Pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand la Révolution française a eu lieu, 1789-1799, l'issue de cette Révolution française, révolution populaire ou bourgeoise, ça dépend comment on l'interprète, a été la prise du pouvoir par Napoléon. Napoléon qui s'est imposé de manière autoritaire et qui s'est lancé à la conquête de l'Europe, avec cette idée-là qu'il était l'incarnation de la raison occidentale, et donc il allait pouvoir libérer les peuples d'Europe et plus tard du monde, hein. Ils deviennent tous un peu mégalomanes à ce moment-là, en leur imposant finalement une forme d'organisation politique qui était centrée autour du code civil et de tout un paquet de règlements qui semblaient être enracinés en raison. Donc Napoléon se lance à la conquête, et puis il va coloniser l'Allemagne, la Prusse à l'époque, et en colonisant la Prusse, il va leur dire, ben, vous parlez un langage qui n'a pas trop de sens, nous, on va vous coloniser pour vous libérer. En fait, on va vous conquérir, et pas coloniser, pardon, le terme on le reprendra plus tard, mais la conquête se fait pour vous libérer et vous permettre d'adopter un régime politique républicain, beaucoup plus en phase avec la modernité, de vous sortir un peu des guerres et des royautés. Donc, d'ailleurs, c'était une phrase qui a été reprise par, c'est une citation qu'on attribue à Hegel, grand philosophe allemand, qui a vu passer Napoléon à Iéna quand Napoléon l'emporte sur la Prusse à Iéna en 1804. Il voit Napoléon passer sur son cheval et il dit: j'ai vu l'histoire passer à cheval. Donc c'était plus un humain, c'était devenu l'histoire, l'histoire du développement, l'histoire de la civilisation occidentale. Alors ce petit homme qui était Napoléon sur ce grand cheval permettait d'imposer ces idées-là. Donc le, ce que portait, et l'argument qu'amenait Napoléon et les armées napoléoniennes à la conquête du monde, c'était: on amène au peuple inférieur la civilisation qui passe par la mise en place d'institutions politiques héritées de la Révolution française. La Révolution française était le flambeau de la civilisation, si on veut. Alors c'est sûr que pour le peuple allemand, par exemple, se faire dire qu'il allait se faire civiliser, il ne trouvait pas ça très intéressant, et donc qu'ont fait les philosophes et les penseurs allemands qui avaient perdu contre les armées napoléoniennes, eh bien, ils ont essayé de développer tout ce qu'on va appeler le romantisme allemand, qui va se structurer autour de la notion de culture. Et ça va être fondamental dans la conception que les Allemands ont du peuple allemand et de la culture allemande. Ils vont dire: oui, ok, très bien, les Français sont arrivés avec ces valeurs soi-disant universelles de la civilisation, mais nous, on a une culture
forte, allemande, enracinée dans la langue allemande, et c'est cette culture-là qu'il faut faire vivre, et cette culture est quelque chose de particulier qui se développe dans nos institutions, nos coutumes, et en fait qui s'enracinent beaucoup autour de la langue allemande, et qui se distingue de cette civilisation qui sont des valeurs plus universelles. Et donc, on voit cette distinction qui va s'établir parce que justement, l'Allemagne avait été soumise politiquement aux armées napoléoniennes, mais elle voulait s'émanciper culturellement de cette domination politique. Donc, le concept de culture va se distinguer de celui de civilisation, où on va comprendre la culture comme l'ensemble des éléments qui permettent de définir un particularisme, une identité particulière articulée autour d'une langue, de tout un ensemble d'héritage culturel, une littérature, une musique, un rapport à la nature, cette idée romantique des identités, ça va définir l'univers de la culture, alors que l'univers de la civilisation va être plutôt articulé autour de valeurs portées par une culture particulière, mais qui vont être universalisables. Les droits de l'homme, la démocratie, le marché, la liberté, toutes ces valeurs qu'on dit, par exemple, occidentales aujourd'hui. On pourrait parler de civilisation occidentale, de civilisation nord-américaine. Un mode de vie nord-américain qui va s'imposer au reste du monde apparaît comme une image de civilisation. Une civilisation, c'est une culture qui se veut universelle, et on verra le danger que ça va avoir par la suite. Donc ça, c'est sur cette opposition entre ces deux concepts de culture et de civilisation. Je voulais recontextualiser dans son moment d'émergence dans l'antagonisme franco-allemand du XIXe siècle. On peut voir aussi la civilisation, une autre manière d'appréhender le concept, hein, dans l'idée de se civiliser, qui est un processus d'amélioration des sociétés. C'est-à-dire qu'on va développer des institutions, des formes de législation, une forme d'éducation. On va améliorer les mœurs et les coutumes d'une société pour les rendre plus en phase avec les nouvelles normes plus modernes, entre guillemets. Donc la civilisation peut être liée au processus de modernisation, de dépassement d'archaïsme, comme on pouvait le dire, pour aller vers plus de civilisation. Alors là encore, on peut utiliser le concept pour pour exprimer et pour expliquer ce processus-là, mais il y a toujours un piège, il y a toujours un écueil là qui se cache autour de ça, qui est de considérer que les sociétés civilisées sont mieux, donc on va appliquer un jugement de valeur à celles qui préexistaient. Donc on va avoir cette opposition entre civilisé et sauvage qui va légitimer le fait que le civilisé va imposer sa volonté aux sauvages. Et on va voir avec l'empire colonial. Donc ce glissement dans l'usage du concept de civilisation, on le voit ici à l'œuvre dans cette entreprise coloniale. En fait, on va utiliser, et l'Europe a utilisé le concept de civilisation pour légitimer l'emprise de domination, l'entreprise de domination du monde qui a été le colonialisme européen à partir du 19e siècle et qui s'est poursuivi jusqu'à la moitié du 20e siècle. Donc on utilisait ce concept-là pour légitimer donc ces conquêtes avec l'argument que on allait conquérir les peuples ailleurs dans le monde pour justement les civiliser. Donc dans le fond, en faisant ça, on faisait une bonne œuvre, une bonne action, hein. On allait leur apporter les lumières de la raison. C'est un peu l'image qui était portée à partir du XVIIIe siècle et qu'on a vu dans Napoléon et toutes les autres entreprises, hein. C'est Voltaire qui disait, qui légitimait la conquête de l'Afrique, ou même d'une certaine manière le racisme, c'est-à-dire la conception d'une hiérarchie des races fondée sur la couleur de la peau. Il disait comment Dieu a-t-il pu mettre une âme dans un corps aussi noir, pour légitimer le fait qu'on pouvait coloniser les Africains. Et puis ça va être un peu le même discours qui va être utilisé par les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais, les Hollandais pour même coloniser le reste du monde et notamment les Amériques et les autochtones ici au Canada ou en Amérique du Nord. Donc cette opposition entre civilisés, des personnes qui ont, ou des peuples ou des nations qui ont accompli un processus de valorisation des normes et des institutions, versus des peuples plus sauvages où on considère que
ils sont pas suffisamment développés ou ils vivent dans une culture ou dans des mœurs ou dans des manières d'être jugées archaïques, arriérées, finalement, en deçà du processus de modernisation, eh bien, va légitimer l'entreprise politique de colonisation. Et d'ailleurs, je vous renvoie à cette... Bon, vous voyez l'image que vous avez, c'est une affiche de l'exposition coloniale de Marseille. On faisait des expositions universelles, on faisait aussi des expositions coloniales, où chaque pays colonisateur montrait un petit peu, de manière assez folklorique, les richesses culturelles et l'exotisme des pays qu'ils avaient conquis. Donc c'était comme une espèce de foire un peu folle. Mais je vous renvoie à cette idée-là. Rudyard Kipling, je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez, Rudyard Kipling, c'est un auteur britannique, c'est lui qui a écrit le livre de la jungle, Mowgli, tout ça. Le livre de la jungle, en fait, on pense toujours que ça se passe en Afrique, en fait non, ça se passe en Inde, et Kipling a été membre du corps expéditionnaire britannique, et il a été en Inde, et cette histoire se passe là-bas. Et en fait, bon, ça a été romancé pour l'expliquer aux enfants, mais à l'origine, toute cette vision-là est une vision qui légitimait le colonialisme britannique, et notamment aux Indes et sur la plupart du monde. Hein. L'Empire britannique, c'était l'empire qui avait le plus de colonies. Et il expliquait de cette manière-là, il disait, c'est le fardeau de l'homme blanc. C'est la phrase que je vous ai écrite ici. L'homme blanc, justement, ben, dans le fond, pas la nature des choses, et puis parce qu'il est un peu supérieur aux autres, finalement, c'est un peu ce qu'il disait, il a développé l'esprit humain, il a développé les connaissances, et il a comme fardeau, c'est son devoir d'aller coloniser les autres peuples du monde pour leur faire bénéficier des lumières de sa raison, dont vous voyez un peu ce glissement. Alors aujourd'hui, on trouve ça un peu bizarre et archaïque, mais au 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose qui était jugé comme tout à fait normal. Il y avait des peuples supérieurs qui avaient pour mission de coloniser les peuples inférieurs, comme dans la société. Il y avait des gens qui étaient supérieurs aux autres, les riches et les cultivés, ou les femmes par rapport aux hommes, ou les civilisés par rapport aux sauvages, et qui légitimaient le fait que, par exemple, aux États-Unis ou en France, on avait pu faire la révolution au nom des droits de l'homme, mais on continuait à ne pas donner le droit de vote aux femmes. On continuait à avoir des esclaves jusqu'à la guerre de sécession en 1860-66 aux États-Unis, ou comme dans la plupart des pays, on pouvait dire qu'on était des pays développés et civilisés, même si on continuait à avoir des colonies jusqu'aux années 50 et 60, pour la France notamment. Donc, ça permettait de mettre à l'abri du paradoxe. D'un côté, on se faisait comme les promoteurs des droits, et de l'autre côté, on pouvait bafouer ces droits à d'autres peuples, mais on pouvait les bafouer parce que justement, ils n'étaient pas civilisés, ou ils avaient une culture jugée trop archaïque, et donc il fallait casser cette culture-là pour leur permettre d'accéder à une culture supérieure qui leur permettrait de se libérer. C'est exactement pour le ramener à l'échelle canadienne et québécoise, à l'histoire canadienne et québécoise, c'est ce drame des pensionnats autochtones. Hein, jusqu'aux années 80, on a légitimé le fait d'avoir des pensionnats, ou le fait de déraciner ou d'arracher les autochtones à leur famille, à leur culture d'origine, parce qu'on jugeait cette culture archaïque et qu'il fallait leur permettre d'apprendre notre langue, la langue des Blancs, d'apprendre nos coutumes, d'apprendre notre rapport à la nature, nos connaissances et notre système d'éducation pour les libérer de ces archaïsmes-là. Ça a perduré jusqu'à très récemment, et c'est très récemment que le gouvernement canadien ou québécois a demandé pardon au peuple autochtone pour ces politiques-là. Et puis, au niveau international, la plupart des peuples n'ont toujours pas demandé pardon aux peuples qu'ils ont colonisés. Et donc, c'est un travail, d'un devoir de mémoire qui doit encore être fait. Alors, progressons dans la réflexion. Bon, jusqu'à présent, on a vu un peu comment le concept de culture avait émergé dans les sociétés humaines et avait été utilisé par les sociétés occidentales en opposition au concept de civilisation, ou en lien avec le concept de civilisation, pour légitimer un peu la domination, l'imposition d'une société ou d'un mode de vie ou d'un type de culture sur les autres. Là, on va voir comment l'objet culture a été utilisé, pratiqué, étudié, analysé dans les sciences sociales. En fait, la culture, c'est l'objet fondamental d'étude de l'ethnologie ou de l'anthropologie. Mais les deux ont un point de vue un petit peu différent. Alors, je vous amène cette distinction-là juste pour voir, pour amener des perspectives, des points de vue sur cette idée-là. Donc,
la compréhension de la culture, c'est, par-delà justement ces usages politiques ou sociaux comme on a pu le voir à fin de hiérarchie, c'est aussi, est aussi un projet scientifique, mieux comprendre ce que sont les cultures. Et donc, la différence qu'on peut voir entre l'ethnologie et l'anthropologie se fait à ce niveau-là. L'ethnologie, c'est l'étude des petits groupes. Et ce qu'on essaie de voir dans l'ethnologie, c'est de comprendre comment se structurent, comment s'organisent les sociétés humaines. Et justement, l'élément, la culture est l'objet d'étude fondamentale parce que c'est à travers les usages culturels qu'on peut comprendre les groupes, les ethnos, qu'on peut comprendre comment ils se structurent. Par opposition, l'anthropologie, elle, essaie de voir, c'est un peu la phrase que je vous mets ici, voir derrière le différent le semblable. Au-delà de la diversité des cultures que met en évidence l'ethnologie, l'anthropologie veut voir l'unité de l'humanité. Par-delà cette diversité, quels sont les recoupements qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans une culture puis dans une autre qui fait que par-delà cette diversité, on appartient à une humanité commune parce que finalement, on va considérer que les différentes cultures sont des solutions que chaque groupe, chaque société, en fonction de son environnement, en fonction de son stade de développement, en fonction de ses interactions, c'est des solutions qu'ils ont mis de l'avant pour relever le défi de l'adaptation à la vie en société. Donc, on va développer différents types de cultures en fonction des différents milieux dans lesquels on vit, mais il va y avoir des constantes. On va voir que finalement, les humains ont, par-delà la diversité des cultures, ont toujours un peu le même type de comportement, où il y a certains éléments dans les rapports sociaux qu'on retrouve un petit peu partout, la relation finalement à la femme, les différents tabous qu'on peut retrouver dans différentes sociétés. Le tabou de l'inceste, par exemple, est quelque chose qui se retrouve assez largement le ne pas manger, les corps humains en tout cas. Bon, il y a toutes sortes d'éléments qu'on retrouve un petit peu partout. Le rapport à la maternité, la relation homme-femme, il y a des choses qui sont pas tant universelles, mais qu'on retrouve au sein de différentes cultures. Donc, cette distinction-là, regarder les cultures comme des objets en soi, ou regarder par-delà les cultures ce que les humains puisent à droite à gauche pour avoir un lien d'humanité, c'est ces deux éléments qui sont intéressants. Donc, à partir de l'objet, de l'analyse que l'anthropologie et l'ethnologie amènent autour de l'objet d'étude culture, on peut voir que ce qui est important, c'est de penser la diversité des cultures, mais de la penser non comme des oppositions ou des guerres, mais comme des différentes formes d'adaptation à l'épreuve de la vie que les peuples ont développées par-delà leur milieu, mais qu'au-delà de tout ça, il y a une unité quand même dans l'humanité, parce que justement, au-delà des différences culturelles, on appartient tous à la même humanité commune. Donc il y a une interaction entre les deux qui est important à préserver et on le verra en quoi c'est important pour la suite des choses, notamment pour la reconnaissance de la diversité dans nos sociétés dans lesquelles on vit. Alors pour retomber un petit peu sur nos pattes et conclure ce cours sur la culture, comment comprendre, utiliser ces concepts, cette histoire des concepts, cette manière de concevoir le rapport à l'ordre symbolique, à la culture, comment utiliser ça pour mieux interpréter le monde dans lequel on vit aujourd'hui, puis peut-être des tensions sociales ou des relations un peu conflictuelles entre différentes catégories au sein de la société. Donc, en fait, quand on parle de culture aujourd'hui, et on le voit un peu partout, et notamment au Québec avec la charte des valeurs, le débat autour du voile, en France et en Europe avec tous les débats sur l'immigration, la xénophobie, la peur de l'invasion par les étrangers et tout, cette montée des extrêmes, l'idée de culture s'est cristallisée sur ce qui est jugé comme une problématique, qui est celle de l'intégration des immigrés dans les sociétés d'accueil et de reconnaissance de la diversité. Par-delà, est-ce que l'idée que j'expliquais précédemment dans ce rapport des sciences sociales à l'objet culture, l'opposition entre anthropologie et ethnologie, est-ce que par-delà la diversité des cultures, on appartient à une même humanité? Et donc, si on considère cela, ben, on devrait être solidaire de tous les êtres humains qui sont dans des difficultés pour les aider, même si ils ont une culture différente, et on devrait voir cette diversité culturelle comme une richesse et non pas comme un danger qui va nous faire disparaître. Donc si on conçoit pas la diversité de cette manière-là, ça veut dire que finalement,
on a tendance à ne pas attribuer la même égalité, la même égale humanité à ceux qui sont porteurs d'une culture différente. Et donc là, on revoit ce danger là, de la hiérarchisation sociale qui avait mené à des formes un peu troubles comme le colonialisme. Alors aujourd'hui, on est dans cette zone un petit peu floue, un petit peu dangereuse, où la diversité culturelle est souvent vue comme un danger. Ça se retrouve dans cette théorie, cette thématique là du choc des civilisations, du choc des cultures, qui avait été développé dans les années 90 par Samuel Huntington aux États-Unis, mais c'est un concept qu'on retrouve qui est très au-delà de la théorie de cette personne-là, qui est assez courante aujourd'hui et qu'on retrouve un petit peu dans la vie de tous les jours, et qui se retrouve sous cette phrase-là, finalement, la diversité culturelle est un problème. Et comment est-ce qu'on peut véritablement, est-ce qu'on peut intégrer tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui culturellement ne sont pas intégrables dans notre société? À partir du moment où on considère qu'il y a des éléments culturels qui sont trop distants, qui fait que ces humains porteurs de ces cultures ne peuvent pas vivre avec nous parce qu'ils vont nous mettre en danger dans nos valeurs fondamentales, là on a un problème et il faut justement réfléchir à cette distinction-là. Donc il y avait un concept qui était mis de l'avant par les anthropologues pour justement comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le processus migratoire. Quand un migrant part de son pays, sa terre d'origine, pour arriver sur sa terre d'accueil, quel processus il suit? On va considérer qu'il y a un processus d'acculturation qui va se mettre en œuvre. Alors l'acculturation, c'est quoi? pour, euh, pour cheminer vers ça. Et puis c'est des études qui avaient été menées aux États-Unis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour essayer de comprendre le processus migratoire, parce qu'il y avait une très grande diversité de populations, comme encore aujourd'hui, qui arrivaient aux États-Unis, et finalement, par magie, une fois arrivé sur le sol américain, tout le monde était américain. Alors bon, ça c'est un peu dans le discours, parce que dans les faits, il y avait encore des tensions entre différents groupes, et aussi dans l'histoire populaire des États-Unis, là, le rapport à l'esclavage et le rapport finalement aux populations autochtones, hein, on dit souvent que les États-Unis se sont construits sur un double génocide, à la fois l'esclavage des Noirs et le vol des terres et le génocide des autochtones. Donc bon, il y a toujours des différents qui sont plus différents que les autres, mais bon, disons que dans la théorie, on va considérer le processus d'acculturation comme un phénomène en deux phases. Tout d'abord une déculturation et ensuite une acculturation. La déculturation, ça veut dire que quand on arrive dans un pays, on essaie d'oublier les éléments de sa culture d'origine qui poseraient problème pour s'intégrer. On écarte certains éléments, on en garde ceux qui sont pertinents et on va essayer de voir comment on peut puiser dans la culture d'accueil des éléments qui nous permettent de nous adapter. Donc là, le processus d'acculturation, c'est ce phénomène de laisser de côté des éléments culturels qui nous empêchent de nous intégrer et de prendre des éléments culturels qui nous permettent de nous intégrer tout en gardant notre originalité et nos racines pour avoir finalement être différents mais intégrés et égaux en droit dans la société d'accueil dans laquelle on va s'insérer. Donc la citation que je vous mets, l'acculturation est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles initiaux de l'un ou des deux groupes. C'est-à-dire que quand il y a un processus migratoire, nécessairement, le processus d'acculturation va faire que les migrants, les immigrants vont mettre à distance certains éléments de leur culture pour pouvoir s'adapter à la culture d'accueil, mais en même temps, la culture d'accueil elle-même aussi va faire son bout de chemin et va évoluer pour finalement intégrer des éléments de ces cultures migratoires dans sa manière d'être pour elle-même cheminer vers une nouvelle manière, une nouvelle culture. Donc il y a un processus de rapprochement entre les cultures qui est bénéfique et qui se fait de toute manière, indépendamment des discours politiques qu'on peut avoir à l'égard de cela. Notre société, nos cultures évoluent en fonction de l'apport des immigrants et sont amenés dans un ailleurs et fait que c'est ça qui fait que finalement notre identité évolue ou notre richesse sociale évolue au rythme de l'intégration des diversités culturelles tout en gardant, et c'est ça l'impératif fondamental, s'il y a un universel qu'il faut garder, c'est l'égale dignité humaine, tout en gardant le fait qu'on appartient à une même humanité. Donc on se respecte
dans nos différences pour mieux vivre ensemble. Et cette idée du vivre ensemble est toujours l'élément fondamental dans la société, comment assurer la cohésion. Et donc, cette reconnaissance de la diversité culturelle permet de vivre mieux tous ensemble dans le respect de l'identité de chacun.